De todas las formas de discriminación que hay en el mundo, el racismo es quizá la más absurda. Los científicos nos lo han dicho hasta el cansancio. No existe ningún fundamento biológico ni genético en la idea de raza. Agrupar a la gente según su tono de piel, sus rasgos faciales o capilares carece de sentido. Y sin embargo, ¿cuántos crímenes se han cometido basados en prejuicios raciales? El racismo facilita la división y la opresión del otro, como ocurrió con los judíos, pero también con los tutsis, los gitanos y los chichimecas. En México, bajo el cobijo del mito de una nación mestiza, se ha sometido silenciosamente a la mayoría de los pueblos originarios. Con el pretexto de igualarnos a todos, se exterminan sus lenguas y sus culturas y se les inculca un sentimiento de vergüenza por su identidad. Nos guste o no, hoy vivimos en un sistema generado desde el colonialismo que se ha perpetuado hasta la fecha por conveniencia de algunos. Un sistema que supera a los individuos y en el que de una u otra manera participamos todos. Los blancos gozamos de un privilegio ancestral imposible de ignorar. Tenemos más oportunidades de educación y un acceso más inmediato a la salud, a los puestos directivos y al poder. El racista es por definición la persona que está en el privilegio y desde ahí discrimina a los que se encuentran en situaciones de desventaja. Amparados en la corrección política, los beneficiados evitan abordarlo y, como siempre, los que sufren discriminación son quienes a costa de todo tipo de humillaciones, incluso arriesgando su propia vida, han conseguido ponerlo sobre la mesa. En la revista de la Universidad de México, creemos que para generar un cambio social son necesarios el análisis y la autocrítica. Solo una vez que reconozcamos nuestros prejuicios y las distintas maneras en que ejercemos la discriminación y el racismo, podremos modificar nuestro comportamiento. Bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Seguimos con el tema del racismo y ahora nos enlazamos hasta Francia con Mabula Soumahoro. Ella fue profesora en Columbia, en Nueva York, y ahora es profesora en la Universidad de Tours, en Francia. Es investigadora en antirracismo, es afrofeminista, tiene familia de ascendencia de Costa de Marfil y ha publicado recientemente un libro titulado El Triángulo y el Hexágono. Se interesa muchísimo en la identidad de Francia y los territorios franceses en el mundo. Mabula, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Yael, ça va, je vous remercie. Écoutez, j'aimerais commencer par une question sur l'identité noire. Est-ce qu'elle est aujourd'hui indissolublement liée à l'expérience du racisme? Je pense que vous avez tout à fait raison. L'identité noire est très étroitement liée à la question du racisme, parce que l'identité noire, tout comme l'identité blanche, sont de nouvelles identités, de nouvelles catégories humaines. Quand je dis nouvelles, c'est par rapport à l'histoire. Au niveau de l'histoire de l'humanité, ce qu'on appelle l'ère moderne, c'est-à-dire l'arrivée des Européens dans les Amériques, constitue un tournant quant à la façon dont se sont modelées les nouvelles sociétés qui ont été créées dans les Amériques, tout comme au Mexique, et les anciennes sociétés qui étaient ancrées en Europe, sans compter de l'impact sur le continent africain. Donc cette ère moderne, cette colonisation des Amériques par les Européens et cette arrivée des Européens dans les Amériques s'est fait dans le contexte de la traite négrière et de l'esclavage. Et ce commerce et cette institution ont vraiment façonné ces catégorisations, notamment raciales, en associant une couleur de peau à un statut social, à un statut politique. Et donc, c'est en cela que les identités noires et blanches ont été créées à un moment précis de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres périodes de l'histoire, évidemment, il y avait des noirs et des blancs, mais les noirs et les blancs ne se définissaient pas de la sorte. On pouvait être espagnol, on pouvait être genevois, on pouvait être français, comme on avait pu être gaulois, ou grec, ou romain, ou éthiopien, ou bambara, ou wolof, ou yoruba. À partir de ce moment que je viens de décrire, émerge l'identité noire, l'identité blanche, qui sont construites en opposition maximale et qui vont produire et qui sont la résultante de l'organisation raciste du pays. Donc, effectivement, l'identité noire, tout comme l'identité blanche, sont liées à cette histoire du racisme dans le monde occidental. Mais il semblerait, Mabula, qu'une personne blanche
peut traverser la vie sans s'inquiéter de cette question du racisme. C'est-à-dire ne pas se sentir identifié à la question raciste, c'est-à-dire passer à côté, même si on le sait, il en profite, c'est-à-dire il y a un certain statut, mais c'est invisible. Tandis que là, la question aussi était, est-ce que l'expérience du racisme est présente pour chaque personne de couleur d'une façon évidente, lacérante, indéniable. Et aussi, peut-être la question va vers si cela serait un peu ce que vous appelez la charge raciale, c'est-à-dire ce concept que vous avez nommé et que je vous demanderai de m'expliquer. Oui. Alors, je pense que vous venez de soulever un point très, très important. La question de ce qu'on appelle la blanchité, cette identité blanche dont le privilège le plus important est celui de l'invisibilité. Les personnes blanches, les personnes identifiées comme blanches dans l'espace public n'ont pas ou peuvent se permettre de ne pas se soucier de la question raciale et du racisme parce qu'elles-mêmes ne sont jamais identifiées, ne sont jamais nommées. L'identité blanche, c'est comme une identité par défaut. Donc les personnes blanches peuvent très bien ne pas se définir et ne pas se sentir blanches. Elles sont normales, elles sont invisibles. Elles sont, je ne sais pas moi, c'est elles qui représentent même l'humanité la plus complète, la plus entière. Elles peuvent être gentilles, méchantes, gauchères, droitières, riches ou pauvres, habiter en ville ou à la campagne. Ce sont des êtres humains pleinement qui ne sont pas définis et limités par le sens octroyé à leur identité. Donc parfois, ça peut être très difficile pour ces personnes de penser au système plus large et au système qui régit les sociétés ou d'autres groupes, souvent minoritaires, qui soient minoritaires au niveau démographique ou minoritaires au niveau politique, et qui, elles, sont hyper visibles. On sait ce que c'est qu'un noir. On sait ce que c'est qu'un arabe, je parle de la France. On sait ce que c'est que quelqu'un issu des communautés indigènes ou autochtones. Eux, on les voit, on sait qui c'est. Mais par contre, le simple fait de se dire, de ne pas avoir à se penser comme blanc, est un privilège. Et donc, quand on est dans cette invisibilité et cette normalité ou cette normativité permanente, c'est un peu comme l'hétérosexualité. Les seuls visibles sont les homosexuels. Les hétérosexuels ne se pensent pas comme des hétérosexuels. Ce sont juste des personnes normales. Et ben, c'est pareil avec la blanchité. Et donc, quand on a ce privilège-là, il est difficile parfois de comprendre comment l'ensemble de la société, l'ensemble du système fonctionne en notre faveur. Donc des personnes vont pouvoir dire individuellement, je n'ai rien fait, j'aime tout le monde, je n'ai rien contre les populations de couleur, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Alors que tout le système conspire au bien-être, au confort, évidemment de manière différente. Hein. On peut être blanc et pauvre, on peut être blanc et homosexuel ou trans, on peut être... Voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'identité raciale, il y a un système qui vous favorise. C'est-à-dire que si on pense à la question de la discrimination, vous pouvez très bien ne pas être une personne qui discrimine, mais vous pouvez bénéficier, c'est-à-dire si on pense à la question du logement, si un logement n'est pas octroyé à une personne de couleur parce qu'elle est de couleur, si vous êtes une personne blanche et qu'on vous l'octroie, ça veut dire que vous avez bénéficié de la discrimination, sans le savoir. Et ça ne compte pas que votre opinion sur la question ne compte pas tellement. Mais en tout cas, les conséquences, les bénéfices sont réels. Voilà, donc c'est cette invisibilité, normativité qui ramène aussi à la question de la charge raciale que vous avez évoquée. La charge raciale, en fait, est une sorte de fardeau, une responsabilité. Donc moi, dans mon livre, je parle des personnes noires, mais les personnes de couleur qui évoluent dans des sociétés où elles sont minoritaires politiquement ou démographiquement ont à gérer cette question raciale toutes seules. C'est à elles d'expliquer, c'est à elles de démontrer que le racisme existe, que les discriminations existent. C'est à elles d'essayer de trouver des moyens d'apaiser, de maintenir le confort des personnes qui ont l'habitude d'être à l'aise. C'est ça la charge raciale, c'est le poids, ce qu'on ne dit pas ou ce que les personnes vont se dire entre elles seulement quand elles seront en confiance. Le masque qu'on va adopter au travail,
ce qu'on est prêt à faire, à dire, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, pour se faire accepter, pour ne pas déranger. Voilà, pour ne pas déranger Pour ne pas l'ordre déranger. social. Ne pas déranger. C'est fort, c'est fort. Est-ce que vous pensez, Maboula, que nous pouvons affronter le racisme comme un problème global avec des solutions qui peuvent fonctionner partout? Comme il semblerait maintenant avec George Floyd, on a un mouvement antiraciste global, ou bien à chaque région son racisme, sa racialisation et son mouvement antiraciste? Alors, les questions d'aujourd'hui sont très, très intéressantes et je dois dire très, très formulées. Très, très bien formulées, excusez-moi. Vraiment, c'est un point crucial. Je pense que dans la question du racisme et de l'antiracisme, paradoxalement, on se trouve dans le global, dans le mondialisé et dans le particulier, mais en même temps. C'est-à-dire que la question du racisme, si elle est liée à l'histoire de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage, elle est de fait globale. Toutes les Amériques, c'est-à-dire que même on pourrait oublier, même au Mexique, il y a des esclaves africains qui sont arrivés au Mexique. Au moment où l'Espagne, c'est-à-dire au XVe siècle et au XVIe siècle, enfin la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, c'était l'Espagne et le Portugal qui étaient les plus grands importateurs d'esclaves dans les Amériques. Et le Mexique, par exemple, était la destination où, dans ces premiers siècles, sont arrivés le plus grand nombre d'esclaves africains. Peut-être que le Mexique l'a oublié, mais en tout cas, avant, le Mexique, voilà. Donc, vous me confirmez, vous voyez, mais si le Mexique en a conscience, peut-être que d'autres, on va dire, perspectives issues de l'Europe peuvent ne pas associer le Mexique, tout comme la Colombie, tout comme le Pérou, avec cette histoire de la traite négrière. Tout cela est une question de mémoire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que parce que la traite négrière et que l'esclavage sont des institutions qui ont impacté plusieurs pays à la fois, que ce soit dans les Amériques, que sur le continent africain et sur le continent européen. Je ne sais pas, la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, ça fait beaucoup. Ça fait longtemps que cette question des identités raciales, elle est mondialisée. Et ça fait longtemps aussi que cette question de la race et du racisme est mondialisée également. Mais d'un autre côté, l'Espagne n'est pas le Portugal, qui n'est pas la France, qui n'est pas la Grande-Bretagne. Donc, de fait, le Canada n'est pas les États-Unis, qui ne sont pas le Brésil, qui n'est pas Cuba, qui n'est pas la Jamaïque. Donc, on a vraiment du macro, un niveau un peu macro et un niveau micro. Mais la grande question, c'est la même. Comment on catégorise et comment on hiérarchise les populations. Donc, chaque pays va avoir sa cuisine particulière, mais en vérité, il s'agit du même plat, plus ou moins. C'est comme ça que je répondrai à votre question. D'accord. Écoutez, on va aller à une pause. On va laisser l'audience réfléchir justement à la question. Je voulais juste préciser puisque nous tenons une conversation, j'ai dit que l'identité noire se reconnaît au Mexique, mais c'est récent. Et je pense que c'est possiblement grâce justement au mouvement antiraciste global que cela commence à se voir et à se discuter de manière plus élargie, en tout cas. Donc, nous faisons une pause. Nos vamos a una pausa. Tenemos algunas preguntas que pensar mientras dura este corte y volvemos con Maboula Soumahoro. Estamos de vuelta con Maboula Soumahoro, investigadora francesa en la Universidad de Tours de temas antirracistas y afrofeministas. Estábamos hablando del racismo en el mundo y en las geografías particulares. Alors, Maboula, on précisait donc que le racisme est un problème macro et un problème micro. Cependant, dans un territoire comme la France, c'est-à-dire un territoire élargi aux anciennes colonies, mais aussi aux territoires d'outre-mer, comme les Antilles et autres îles du Pacifique, il y a aussi une hiérarchisation dans le racisme. Est-ce que c'est différent ou est-ce que cela s'étend de manière pareille dans tous les territoires? Quand vous parlez de cette hiérarchisation dans les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, à quoi pensez-vous? Les hiérarchisations spécifiques, par exemple la question du colorisme ou... Je pensais surtout
au fait qu'en France, on aurait tendance à penser que la question est plus avancée, c'est-à-dire est plus en vue. Donc, le racisme n'est pas officiel ou est moins officiel, tandis que dans l'économie, peut-être, on n'est pas vraiment sous la lumière. Non, on n'est pas, il n'y a pas le grand public en train de regarder ce qui se passe, et donc le racisme Vous peut avez tout s'exercer à plus fait raison. facilement. Oui. Vous avez tout à fait raison. Là, ce qui peut paraître comme pratique pour comprendre un peu la spécificité française, c'est exactement cette division, cette dichotomie entre la France européenne, ce qu'on appelle la France hexagonale, et la France des Outre-mer, les territoires qu'on appelle les Outre-mer. Donc, vous avez cité évidemment les Antilles, on pourrait citer la Guyane en Amérique latine, ou évidemment l'océan Pacifique et la Polynésie française. Et je pense que ce fossé géographique entre la France centrale, la France hexagonale et la France européenne peut faire oublier aux Français d'Europe, aux Français hexagonaux, que la France s'étend au-delà de ses frontières européennes et que des choses se sont passées dans d'autres territoires dont on a moins conscience. La France en a conscience en tant que pays, puisqu'elle en tire des bénéfices au niveau de la démographie, des bénéfices géopolitiques. Par exemple, la puissance maritime de la France. Il y existe également des bénéfices économiques, des produits qui, par exemple, qui poussent dans des territoires qui ne sont pas la France hexagonale, vous voyez. Donc, et au moment colonial, il y avait aussi la puissance de l'Empire français, le prestige, voilà. Mais depuis l'Hexagone, on peut ne pas savoir d'où vient le sucre, le café, le tabac, le chocolat, les bananes. Enfin, vous voyez, ça reste un peu flou. Donc, en cela, effectivement, on peut parler d'une sorte de hiérarchisation, mais même une sorte d'exportation de cette histoire qui est vraiment ancrée dans des tensions et des conflits, évidemment, sociaux, politiques, économiques, mais aussi raciaux. On ne peut pas dire à des personnes qui sont les descendants des Africains réduits en esclavage et qui ont peuplé ces territoires dans les Amériques, que la race ne compte pas, que la traite négrière ne compte pas, que l'esclavage n'a pas compté. La seule présence de ces populations dans ces territoires est étroitement liée à la question coloniale et donc esclavagiste française. Si on pense à la question de la francophonie, on peut parler de la francophonie comme l'amour déclaré de plusieurs territoires extra-hexagonaux qui simplement aiment la langue française et veulent chanter, parler, écrire des poèmes et de la littérature en français. Mais la carte de la francophonie équivaut aussi à la carte du colonialisme français. Et la francophonie, au-delà de l'amour et des bons sentiments, est aussi une agence politique de la France. La francophonie est gérée, elle est financée, elle est soutenue. C'est une politique culturelle qui contribue au rayonnement de la France. Donc, ça dépend vraiment, je pense, de la perspective. Est-ce qu'on a des perspectives naïves ou est-ce qu'on comprend la géopolitique et tout simplement l'histoire de chaque nation? Bien sûr. Oui, des fois, il est plus facile d'exercer un racisme ou une domination à distance, quand ce n'est pas à l'intérieur du pays. Exactement, et je pense que cette dichotomie, cette séparation est à peu près la même qui s'applique aux grandes villes, les grandes villes et leurs périphéries. Quand on parle de la question des banlieues en France, il y a des choses qui se passent en banlieue qui ne se passent pas à Paris intramuros. Après, il existe d'autres villes, par exemple comme Marseille, où évidemment, ça ne sera pas seulement le centre et la périphérie, puisqu'il y a les quartiers nord de Marseille. Mais dans une ville de Paris, il y a certains quartiers défavorisés, mais la ville est censée représenter un centre. Et ce qui se passe dans les banlieues populaires, parfois, peut étonner, mais les gens ne sont pas au courant parce que ça se passe ailleurs. Donc, ce même ailleurs, il peut aussi se déployer en dehors de cette France européenne. Donc, ce qui se passe à La Réunion, à Mayotte, ce qui se passe à la Guyane, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, pourrait étonner les Français de l'Hexagone et pourrait les aider à réfléchir sur le fonctionnement de ce pays.
Ouais, ça pourrait aussi les choquer, en tout cas. Je voulais vous demander, écoutez, la France a toujours été un phare pour le monde en ce qui concerne les droits de l'homme, puisque la première déclaration des droits de l'homme fut en France. Et aussi, je pense, pour les mouvements antiracistes, je pense à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus. À ce moment-là, donc, une partie de la société, dont par exemple Balzac, un grand écrivain, ont réclamé à l'État d'exercer de la discrimination envers une minorité, la minorité juive. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qui a changé au courant de plus d'un siècle dans la lutte antiraciste? C'est-à-dire, quels sont les changements de fond, peut-être, ou les changements... Vous avez raison de mentionner la question de l'antisémitisme en France, qui est souvent citée et utilisé comme de manière, enfin pour démontrer l'exemplarité de la France sur ces questions, avec évidemment une tradition antisémite très forte en France, mais également une tradition qui s'est élevée contre l'antisémitisme très forte. Seulement, la question de l'antisémitisme, et puisqu'elle touche à la question du racisme, est importante, mais à mes yeux, porte également sur l'aspect hexagonal et européen. C'est-à-dire que ce qui permet de séparer la question de l'antisémitisme des autres formes de racisme, c'est justement cette exportation du problème. C'est justement la question du colonialisme. Donc évidemment, il y a l'affaire Dreyfus. Évidemment, il y a une tradition antisémite qui traverse l'histoire de la France. Et évidemment, il y a l'explosion horrible de la Shoah. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a la collaboration française et la participation à ce génocide. Donc, sur la base de ce génocide, sur la base de la reconnaissance de ce génocide, de cette honte aussi de la collaboration, il y a eu tout un travail de mémoire qui a été mené autour de la question juive, de la question de l'antisémitisme en France. Mais parfois, on pourrait se demander si cette question de l'antisémitisme, elle n'était pas instrumentalisée pour effacer d'autres formes de racisme. C'est-à-dire comme si on arrivait à faire la distinction entre des populations juives mais européennes, en tout cas présentes sur le sol européen, et qui ont été exterminés, pourchassés, c'est un crime contre l'humanité atroce. L'une des questions qui pourrait se poser, c'est et quels ont été les autres crimes atroces qui ont été perpétrés par la France et d'autres pays, mais en dehors de l'Europe. Si on prend quelqu'un comme Aimé Césaire, quand il parle du discours sur le colonialisme, il va expliquer que la tragédie de la Shoah est une conséquence logique de toutes les horreurs menées à travers le monde, mais en dehors de l'Europe. Et que cette violence exercée par l'Europe dans les Amériques ou en Asie ou sur le continent africain ne pouvait que, suite à un effet boomerang, elle ne pouvait que revenir en Europe à un moment ou à un autre et toucher des Européens même. Voilà, donc la question de l'antisémitisme est une question très importante, mais c'est une question qui est dans la manière dont elle est traitée, ancrée en Europe. Ce qui est intéressant. Non, je trouve très, très intéressant que vous disiez aussi que c'est une histoire ancrée dans l'Europe. Mais n'est-ce pas aussi que la migration, c'est-à-dire l'antiracisme, le racisme change dans le temps, il s'intéresse à des groupes différents. Dans le territoire français, c'est peut-être aussi l'arrivée des grandes migrations des pays arabes, du Maghreb et de l'Afrique qui suscitent ce nouveau racisme et donc cette nouvelle lutte antiraciste. Exactement, qui suscitent des nouvelles expressions du racisme. Précisément, vous avez tout à fait raison, dans ce moment post-colonial. Il y a une façon de gérer les colonies et de gérer la hiérarchisation, on va dire, des races, des ethnies, des communautés dans le contexte colonial, et une autre façon, on va dire, d'exprimer ce racisme lorsque l'on se trouve dans ce moment post-colonial. Et donc, des personnes qui se trouvent en France hexagonale, qui peuvent être immigrées, qui peuvent être réfugiés aujourd'hui,
mais surtout qui peuvent être des descendants d'immigrés et qui là deviennent de nouveaux Français. Donc la question, c'est la définition de cette citoyenneté française. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont migré, mais les gens sont nés sur le territoire hexagonal. Et maintenant, la question est qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont françaises, mais qui apparemment, alors que la République se prétend, comment dire, aveugle à la race, ces personnes qui peuvent ne pas être blanches, ne pas être chrétiennes, ne pas être même juives, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et c'est là qu'on parle de race, c'est en vérité, par des non-dits. Oui, je crois que vous touchez un point. On arrive à la fin du programme, on a juste 1 minute, mais je veux absolument toucher ce point avec vous parce que vous avez dit qu'il se prétend inclusif, donc aveugle aux races. Je voulais vous demander, en très peu de mots, pourquoi y a-t-il une scission entre les mouvements antiracistes en France? Je pense que là est la question, justement. Entre ceux qui voient et ne voient pas la race, peut-être. Voilà, je pense qu'il y a des personnes et il y a un discours qui est prôné autour de l'invisibilité de la race. Et malheureusement, je dirais très rapidement qu'il y a ceux qui vivent la race, ceux qui vivent les processus de racialisation négativement. Tout le monde est racialisé. Les Blancs sont racialisés, mais positivement, et d'autres sont racialisés, mais négativement. Donc, en fait, c'est juste le problème entre la théorie et la pratique. En théorie, la France est aveugle à la race en tant que république. En pratique, des personnes disent qu'ils n'ont jamais vécu cet aveuglement à la race. C'est ça la question. Donc, il y a des gens qui s'attachent à la théorie et disent qu'il faut aller vers la théorie, c'est-à-dire à l'effacement des races. Bien sûr. Et les autres aussi veulent aller vers la théorie. Mais en tout cas, la pratique au quotidien est en contradiction directe avec ce qui est prôné. Donc, peut-être qu'une des solutions pourrait être de regarder en face la réalité afin de pouvoir la gérer et de pouvoir dépasser les tensions. Mais on ne pourra pas dépasser les conflits si on ne pose pas un diagnostic précis sur ce mal qui ronge la société française. Ce n'est pas un rejet de la théorie, c'est juste rappeler à la France que ces principes ont rarement été appliqués. Voilà, c'est tout. Eh bien, Maboula Soumaoro, je vous remercie énormément d'avoir accédé à cette conversation avec notre audience mexicaine, latino-américaine. Nous avons beaucoup appris des expériences de l'extérieur au cours de ces programmes sur le racisme. Merci beaucoup. Merci Yael, merci pour ces questions très intéressantes. Merci. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana para un último programa sobre racismo. Que estén muy bien. Et voilà. Très bien. Donc, on a tenu... Vous avez vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur Césaire. Je ne l'avais pas vu, enfin, je ne le savais pas, je n'avais pas fait la relation, comment cette violence devait rééclater à l'intérieur du territoire européen. En fait, c'était comme une sorte de retour à l'envoyeur, qu'on ne peut pas être violent dans le monde entier et ensuite espérer échapper à cette violence, que la violence, elle va venir vous ronger. C'est un peu même ce que dit Fanon dans Les damnés de la terre, c'est-à-dire que à la fin d'une des éditions, il parle de cas de patients qu'il a reçus. Et c'est pendant la guerre d'Algérie. Et il y a un patient qui vient le voir, un Français qui travaille dans l'armée, qui participe à des actes de torture qui sont perpétrés par l'armée française et qui, en gros, vient lui dire « Écoutez, docteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis très nerveux. Je rentre chez moi. Je tape ma femme. Je tape mes enfants. Je suis toujours énervé. Je fume. » Et donc, voilà, il traite ce patient et après, il explique, lui, Fanon, en disant « Mais on ne peut pas torturer des gens toute la journée et laisser cette violence au travail et ensuite revenir à la maison et faire comme si ne s'était rien passé. Bien sûr que cette violence, vu qu'elle s'est exprimée dans un espace, petit à petit, elle va polluer même votre espace intime. C'est ça la question. Si la violence existe, elle va tout contaminer à un moment ou un autre, même si au départ, vous n'êtes pas la personne ciblée. Voilà, donc ça, c'est toutes ces réflexions qui ont été menées justement des gens qui sont issus d'ailleurs que l'Hexagone, qui savent très bien le comportement de la France, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Asie, enfin voilà, il y a eu de la pensée et parfois les Français ne connaissent pas cette pensée.
les Français de l'Hexagone. Vous savez, justement, je voudrais juste vous poser une question vraiment personnelle qui m'inquiète, justement sur Frantz Fanon. J'ai parlé à une chercheure au Mexique qui me disait, ici aussi il y a deux groupes. Donc il y a le groupe qui parle d'ailleurs d'une pigmentocratie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de différents, on a tout un échantillon de couleurs, et donc plus c'est foncé, plus c'est défavorisé, plus c'est blanc, comme une sorte de colorisme un peu, mais... Oui, une espèce de colorisme. Et il y a une autre école à laquelle appartient ce chercheur, qui justement va plus vers la théorie, en train de dire les races, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas biologiquement, et il ne faut pas mettre les gens dans la peau de leur race. Par exemple, pour les Africains, enfin, on appelle ici la troisième racine, cette racine africaine qui se retrouve surtout dans le sud des pays et dans les côtes. Pourquoi aller leur dire vous êtes des Noirs et maintenant assumez-vous comme Noirs? Ça va justement créer plus de races. Et elle disait que Fanon, justement, disait je ne veux pas être enfermée dans la négritude, j'ai été enfermée dans une peau de noir, alors que cela n'existe pas. Et donc, c'est son argument. Que lui répondriez? Oui, mais ça, c'est un argument. Les gens aiment bien utiliser Fanon de cette façon. C'est-à-dire que bien sûr que Fanon, je crois que c'est dans la conclusion des damnés de la Terre qu'il dit « Je ne veux pas être enfermé dans le tombeau de la race ou quelque chose. » Ça, c'est vrai. Mais son livre s'appelle « Les damnés de la Terre ». Et qui sont ces damnés de la Terre? Il ne s'agit pas de dire aux gens vous êtes noirs et vous n'êtes que noirs. Les gens, et même dans ces parties du sud du Mexique que vous mentionnez, savent déjà qu'ils sont noirs et sont traités comme des noirs et ont une vie qui va refléter cette identité noire. Donc, ce n'est pas seulement l'idée de s'y accrocher, c'est l'idée de faire avec la réalité. Si on a plus de chances d'être pauvre, si on a plus de chances d'être maltraité, si on a plus de chances d'être mal éduqué, d'être mal soigné, c'est ça aussi, c'est l'expérience. C'est pas seulement la couleur de peau. On peut très bien être noir et riche. On peut très bien être noir et je sais pas moi, considéré comme beau. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes avec cette apparence qui ont accès à ces sphères? C'est ça la question. Donc l'argument du chercheur, c'est un peu l'argument qui est très utilisé en France, en disant les races n'existent pas. On sait très bien que les races n'existent pas. C'est pas de la race biologique dont on parle, puisque qu'est-ce qu'on fait des métis? Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un peut très bien avoir du sang noir dans son corps et ce n'est pas visible à l'œil nu. Ou avec les mélanges et avec la génétique, même dans une famille noire, un enfant blanc peut naître parce qu'il y a eu des gènes blancs, comment dire, dans l'histoire de la famille, et c'est pareil pour une famille blanche. Mais qu'est-ce que ça a voulu dire à travers l'histoire, socio-économiquement, d'être noir? Et ça, on ne peut pas faire preuve de mauvaise foi et on ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas. C'est comme si on disait que les hommes et les femmes sont des êtres humains. On sait très bien que les hommes et les femmes sont des êtres humains. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si dans un pays, il n'y a jamais eu, par exemple, un président femme? On ne peut pas dire qu'il y a eu un être humain qui est devenu président. Oui, mais il se trouve que cet être humain est toujours un homme. Ouais. Donc, on peut dire, j'ai l'impression qu'être une femme signifie quelque chose dans la société. Donc, si on voit, parce qu'on voit aussi les corps, si on n'a jamais vu certains corps dans certains espaces, on ne peut pas dire non, mais ça ne compte pas. Si, ça compte. Si, ça compte. Et une fois qu'on aura dépassé tout ça, eh ben, on pourra aller de l'avant. Mais on est obligé de passer par ce moment. Donc, Fanon dit ce qu'il a dit, mais il a quand même aidé la révolution algérienne. Donc, on peut pas déformer la pensée de Fanon comme ça. Merci, voilà. Merci, parce que je suis sans merci Yael. On me dit cela. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Ravie de vous avoir rencontré.